Elle était là, dans l'embrasure du couloir, pieds nus sur le carrelage froid, drapée dans un peignoir trop grand qui laissait son épaule droite nue. La vapeur s'échappait paresseusement de sa tasse, montant en volutes floues dans l'air immobile. Moi, j'étais accroupi près de la bibliothèque, feignant d'observer les titres, mais ce que j'écoutais vraiment, c'était le silence, ce silence épais et vibrant qui n'est quand quelque chose commence à frémir entre deux personnes. « Tu attends toujours que je sois parti pour me regarder ?» a-t-elle dit. Ni moqueuse, ni accusatrice. Juste vrai. Je n'ai pas détourné les yeux. Et entre nous, dans cet espace qui n'était plus tout à fait vide, quelque chose s'est suspendu. Un aveu sans mots, un fil tendu qu'aucun de nous ne voulait trancher. J'avais 26 ans quand j'ai emménagé dans l'ancienne dépendance des Lambert, au fond de leur jardin, à l'écart de la maison principale. C'était une location de dernière minute, obtenue par un ami d'un ami, et je n'avais rencontré ni les propriétaires, ni même vu l'intérieur avant de poser mes 2 sacs et mon carton de vaisselle dépareillé sur le seuil. La petite annexe avait autrefois servi de pool house. Bois blond au mur, kitchenette sommaire, plafonnier d'époque. Juste assez d'espace pour quelqu'un entre deux vies. Et moi, j'étais précisément ça, entre deux choses. 2 villes. 2 versions de moi-même. Quelques mois auparavant, j'avais quitté l'île dans un état second. J'avais prétendu, devant les autres, avoir besoin de nouveautés. En vérité, c'était plus simple, mon père était mort. Brutalement. Une crise cardiaque en plein après-midi, dans son atelier. Après l'enterrement, j'avais regardé mes affaires avec la sensation de violer quelque chose en les touchant. Alors j'étais parti. Direction le sud. Là où le silence semblait plus respirable. Les Lambert formaient ce genre de famille polie mais distante, bourgeoise sans ostentation, généreuse dans les limites bien tracées de la bienséance. Philippe, le mari, travaillait dans les assurances à Marseille. Il voyageait beaucoup. Leur fils, Julien, faisait ses études à Toulouse. Ce qui laissait la maison, à elle. Hélène Lambert. Je l'ai vue pour la première fois un mardi en fin d'après-midi. Elle taillait des rosiers le long de la clôture arrière. Ses cheveux, attachés en chignon flou, laissaient échapper quelques mèches argentées que la lumière d'octobre faisait briller. Elle portait un jean et une chemise en lin bleu pâle, les manches retroussées jusqu'au coude. De loin, elle paraissait plus jeune. De près, il y avait ces fines lignes autour des yeux, mais ce n'était pas l'âge qu'elle racontait, c'était autre chose. Une forme de calme. De maîtrise silencieuse. Elle a levé les yeux quand je suis sorti, les bras chargés de cartons pour les poubelles. « Vous devez être Thomas », a-t-elle dit, en s'essuyant les mains sur son jean. « Oui. »« Bonjour. »« Désolé, je ne voulais pas interrompre. » Elle a souri. Un sourire mesuré, mais réel. « Vous n'interrompez rien. J'essaie juste de les maintenir en vie, mais elles détestent cette chaleur. » J'ai tenté une plaisanterie sur mon absence totale de talent pour le jardinage. Elle a souri encore, un peu plus doucement, avant de se redresser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans la maison principale, n'hésitez pas. La machine à laver est à disposition. Juste un petit coup avant de rentrer. Merci. C'est gentil. Elle a hoché la tête et s'est replongée dans ses rosiers. J'ai attendu une seconde de trop avant de rentrer. Je m'en suis voulu, sans vraiment savoir pourquoi. Voilà comment ça a commencé. Par des riens. Des échanges qui ressemblaient à des automatismes. Je la croisais dans le jardin. Je l'apercevais, parfois, à travers la baie vitrée du salon, assise à la table, toujours avec une tasse de thé entre les mains. Il m'arrivait de lui proposer de rentrer un colis ou de sortir les poubelles, juste pour rester là, une minute de plus, dans le halo tranquille de sa présence. Il n'y avait rien d'ambigu. Rien de déplacé. Mais sous la surface, un fil discret vibrait. Un je ne sais quoi d'invisible, et pourtant là. Son calme avait quelque chose d'apaisant. Comme une respiration longue, dans un monde qui haletait trop. 2 semaines après mon arrivée, elle m'a invité à dîner. Julien est à Toulouse. Philippe est à New York pour une semaine. J'ai fait trop de soupe, a-t-elle lancé par-dessus la haie. Pas d'obligation, évidemment. Mais si vous en avez marre des surgelés. Ce soir-là, on s'est retrouvés dans sa cuisine. La maison était silencieuse, sauf pour le léger bourdonnement du frigo et le tic-tac d'une horloge ancienne. Elle a versé du vin dans des verres larges et m'a posé des questions. Pas les questions de politesse,
celles qu'on lance en attendant que l'autre parle. Non. Les siennes étaient vraies. Attentives. On a parlé de livres. Je lui ai dit que j'étais un écrivain raté reconverti en correcteur indépendant. Elle m'a raconté qu'elle avait enseigné la littérature avant la naissance de Julien. Elle riait sans bruit, juste en élargissant les yeux et en penchant légèrement la tête. J'ai trouvé ça bouleversant, sans pouvoir expliquer pourquoi. À un moment, j'ai regardé mon bol. Je n'avais pas touché à ma soupe depuis 10 minutes. Elle me fixait. Et, pour la première fois, elle n'a pas détourné les yeux quand nos regards se sont croisés. Le silence s'est installé, mais ce n'était pas un vide. C'était un plein. Une suspension. Elle a doucement poussé la salière vers moi. « Tu as oublié de saler ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri, mais quelque chose me serrait la poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Mais quelque chose en moi avait basculé. Et je savais avec la même certitude tranquille qu'on a quand l'orage approche que ce lieu n'était pas qu'un passage. C'était un commencement. Un commencement que je n'aurais jamais dû désirer. Mais que je désirais déjà. Les jours qui ont suivi ce dîner ont repris leur rythme. En apparence du moins. Hélène n'en a plus jamais reparlé, et moi non plus. Pourtant, quelque chose avait bougé. Un infime déplacement dans l'air. Comme un décalage millimétrique qui, à force de répétition, finit par changer toute une trajectoire. Le matin, lorsqu'elle arrosait ses plantes, je sentais son regard glisser jusqu'à moi, à travers les branches du citronnier. Et quand je passais devant la baie vitrée, je croisais parfois ses yeux levés de son livre juste une seconde, juste assez pour sentir ce que ça faisait d'être vu. Je me suis mis à bricoler dehors plus souvent. Sans raison. Redresser une planche du cabanon, balayer les feuilles, vérifier une serrure qui n'en avait pas besoin. J'étais devenu le gardien de détails inutiles. Mais ces gestes, aussi absurdes soient-ils, me permettaient d'exister à sa périphérie. Parfois, elle sortait sur la terrasse avec un livre, pieds nus, les cheveux lâchés. Elle lisait sans me regarder, mais elle savait que j'étais là. Tout comme moi, je savais que sa présence, même muette, me retenait. Un dimanche matin, elle m'a surpris. J'étais accroupi devant la clôture, essayant de redresser un piquet bancal, quand sa voix est descendue du balcon du premier étage. « Tu bois du café ?» Je me suis redressé, plissant les yeux contre le soleil. Elle était appuyée contre la rambarde, un mug à la main, son peignoir noué à la taille. « J'habite en France. » Donc oui, religieusement. Elle a souri, un coin des lèvres à peine relevé. « J'en ai fait trop. Viens en chercher une tasse. » Quand j'ai frappé à la porte arrière, elle s'éloignait déjà vers la cuisine. Elle a versé le café dans 2 tasses sans demander comment je le prenais. Noir, comme le sien. « On s'installe dehors ?» a-t-elle dit. On s'est assis sur les marches en pierre, face au jardin. Le soleil de fin de matinée traversait les feuillages et jetait des ombres mouvantes sur ses jambes. On a bu sans parler. Un moineau a picoré sous le figuier. Au loin, un scooter passait sur l'avenue. Puis elle a demandé, sans prévenir. « Pourquoi t'as quitté l'île ?» J'ai hésité. J'avais une version prête, celle qu'on utilise dans les dîners pour ne pas embarrasser. Mais devant elle, le mensonge aurait sonné faux. Alors j'ai dit la vérité. Mon père est mort. Crise cardiaque. Soudain. Dans son atelier. Il était luthier. Elle n'a pas bougé. Juste un léger froncement des sourcils. Je suis désolé. Merci. Après ça, je pouvais plus rester. Tout me rappelait lui. Même l'air. J'avais l'impression de profaner quelque chose à chaque geste. Elle a posé sa tasse. J'ai pas fui pour guérir. J'ai fui pour respirer. J'ai cru qu'en allant assez loin, le bruit s'éteindrait. On est resté là, à regarder le jardin. Il aurait aimé cet endroit, ai-je ajouté. C'est le genre de calme qui laisse de la place à la pensée. Elle a gardé le silence un instant. Ma mère est morte jeune. J'avais 19 ans. Cancer. Pendant longtemps, j'ai cru que si je construisais tout parfaitement un bon mari, belle maison, rituel rassurant, ça me protégerait. Et ça a marché ? Elle a souri sans joie. Pas une seconde. Ce n'était pas une conversation normale. Il y avait dans ces mots une fragilité nue.
pas celle qui réclame du secours. Celle qu'on montre quand on sent, sans le dire, que l'autre ne va pas trahir ce partage. Tu parles pas comme quelqu'un de ton âge, a-t-elle dit après un moment. Et toi, t'as pas l'air d'avoir le tien. Nos regards se sont croisés. Je le dis avec respect, bien sûr, ai-je précisé. Je le sais. Elle s'est levée lentement, tirant sur la ceinture de son peignoir. Il faut que je m'habille. Bien sûr. Elle a ouvert la porte, s'est arrêtée une seconde. Tu ne m'as jamais dit ce que tu écrivais. J'ai cligné des yeux. Qui t'a dit que j'écrivais? Elle a souri, à peine. Tu parles comme quelqu'un qui édite ses pensées avant de les formuler. C'est une habitude d'écrivain. Je n'ai rien répondu. Elle a disparu à l'intérieur. Et moi, je suis resté là, ma tasse tiède entre les mains, à me demander comment elle voyait autant de moi alors que je m'efforçais d'être discret. Et surtout, si moi aussi, je voyais en elle plus que ce qu'elle me montrait. Elle m'a invité à dîner de nouveau le vendredi suivant. Pas de justification cette fois. Juste un message, si tu n'as rien ce soir, je fais un risotto au citron. Viens vers 19h. J'ai relu le texto plusieurs fois avant de répondre. Je ne raterai ça pour rien au monde. Quand j'ai frappé à la porte, le soleil n'était pas encore couché. Elle a ouvert en pieds nus, vêtue d'une robe pull gris ardoise qui suivait ses courbes sans les souligner. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, quelques mèches libres encadraient son visage. Elle était belle. Non pas apprêtée, mais vivante. Authentique. Salut, a-t-elle murmuré. Salut. Je tenais une bouteille de vin que j'avais traversé la ville à vélo pour aller chercher dans une petite cave. Ce n'était pas un grand cru, mais j'avais lu chaque ligne de l'étiquette, comme si ça pouvait compenser mon inexpérience. Elle a souri en la prenant. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Mais j'en avais envie. On a mangé près de la grande baille vitrée, face au jardin. La lumière dorée de la fin d'été effleurait la table, jouant sur le verre, sur la courbe de sa clavicule. On a parlé de banalités. Puis de choses plus calmes. Et puis plus rien. Ce silence-là, je le connaissais. C'était celui qu'on ne cherche pas à remplir. Après le repas, on s'est installé sur le canapé. Elle s'est levée dans un coin, jambes repliées sous elle. Moi à l'autre bout. Une distance. Pas de barrière. Juste un écart prudent. À un moment, elle a demandé. Tu te sens seule? Je n'ai pas su répondre tout de suite. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que la question ne venait pas d'un jeu. Elle cherchait quelque chose de vrai. Parfois, ai-je dit. Plus souvent, ces derniers temps. Mais je crois que je l'ai toujours été un peu. Même entourée. Elle a hoché la tête. C'est différent, hein. Être seul. Et être solitaire. Oui. L'un est silencieux. L'autre, vide. Elle a pris une gorgée de vin, puis posé son verre. J'ai longtemps été forte avec le vide. Je le remplissais d'obligations, de petites routines. Mais maintenant, il résonne. Elle ne pleurait pas. Sa voix restait posée. Mais quelque chose, dessous, vibrait. Une corde fine, presque usée. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement respiré avec elle. Puis elle a fait un geste infime. Elle a tiré le plaid posé sur la coudoir, l'a déplié sur ses jambes. Et dans ce mouvement, le tissu a frôlé les miennes. Elle n'a pas retiré le contact. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle m'a regardé. Son regard n'était pas une invitation. Ce n'était pas un refus non plus. C'était une question qu'elle ne poserait jamais à voix haute. Et je suis resté avec cette question. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas comblé la distance. Mais je n'ai pas fui non plus. On est resté là, longtemps. À ne pas parler. À ne pas bouger. Jusqu'à ce que le vin soit fini. Elle a consulté l'horloge. Je ne pensais pas qu'il était si tard. Ça ne me dérange pas, ai-je dit. Elle s'est levée lentement. Il faut que j'aille me coucher. Je l'ai suivie jusqu'à l'entrée. Elle s'est arrêtée, une main sur la poignée, et m'a regardé. Longtemps. Pas pour dire quelque chose. Pour me lire, peut-être. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Hélène. Et c'est tout.
Mais dans le petit logement du fond, cette nuit-là, je me suis couché avec autre chose dans la poitrine. Quelque chose de précis. De calme. Je ne la désirais plus de loin. Je voulais la connaître. Pas au sens charnel. Pas comme un fantasme. Je voulais connaître sa manière de penser quand elle ne parle pas. Je voulais savoir ce qu'elle écoute quand elle est seule. Quel parfum elle met derrière ses oreilles. Comment elle range ses livres. Quelle phrase l'a un jour brisée. Je voulais qu'elle me connaisse aussi. Et qu'elle me voie pas comme un garçon de passage. Mais comme un homme capable de rester. Mi-octobre, l'air a changé. Le vent avait cette sécheresse fine qui accroche aux vêtements, et la lumière des fins d'après-midi semblait dorer mes lasses comme si l'année elle-même cherchait un endroit où se poser. Philippe Lambert n'était pas rentré depuis plus de 2 semaines. Un déplacement professionnel, m'avait dit Hélène. New York, puis Toronto. Elle l'avait dit sans colère. Sans soulagement non plus. Juste comme un fait. Un soir, je l'ai vue marcher dans le jardin, téléphone à l'oreille. Elle avait la tête légèrement renversée, les yeux fixés vers les branches nues du grand chêne. Je sirotais un thé sur le perron de la dépendance. Je ne voulais pas écouter. Mais le silence de l'autre côté du combiné était audible. Elle a raccroché, puis est restée là, immobile. Dos à moi. Les bras ballants. Comme si elle avait oublié comment les plier. Plus tard, un message est arrivé sur mon téléphone, « Tu es réveillé ?» J'ai répondu aussitôt, « Oui. » Rien de spécial. Je n'arrive juste pas à dormir. Bonne nuit. Je suis resté longtemps à fixer l'écran devenu noir. Le lendemain après-midi, elle a frappé à la porte. Elle tenait un livre dans une main, un filet d'orange dans l'autre. Je fais du thé, a-t-elle dit. Viens lire avec moi. Ce n'était pas une proposition. C'était une évidence. On s'est assis sur la terrasse, emmitouflé dans un grand plaid. Le thé sentait la camomille et les agrumes. Elle appelait une orange lentement, puis m'a tendu un quartier sans relever les yeux de son roman. Nos doigts se sont frôlés. Rien de plus. Mais ce frôlement-là avait un poids. J'ai reposé ma tasse. Je peux te poser une question? Tu peux toujours poser une question. Tu crois qu'on fait quelque chose de mal? Elle a refermé son livre. Pas d'un geste brusque. Mais lentement. Délibérément. Puis elle l'a gardé posé sur ses genoux, une main à plat sur la couverture. On n'a rien fait, a-t-elle dit. Pas encore. Cette réponse l'a fait me regarder. Vraiment. Son regard était calme, mais je voyais bien qu'un fil tendu au fond menaçait de se rompre. Je ne veux pas abîmer ça, a-t-elle murmuré. Même le silence qu'il y a entre nous. Il est précieux. Moi non plus, ai-je soufflé. Elle a détaché un autre quartier d'orange. Les mains très lentes. Les gestes mesurés. Je pense à toi trop souvent, a-t-elle dit, presque inaudible. Moi aussi. On ne s'est pas embrassé. On ne s'est même pas touché. Mais quelque chose s'est fissuré. Un PAN de silence, de retenue, s'est effondré doucement entre nous. Les jours suivants, tout était différent. Rien n'avait changé, en apparence. Mais tout vibrait d'une tension nouvelle. Un matin, je l'ai vue à travers la fenêtre, en train de se brosser les cheveux. C'était un geste anodin. Mais j'ai senti mon estomac se contracter. J'avais l'impression d'assister à quelque chose d'intime. De trop intime pour quelqu'un qui n'a pas encore été invité vraiment. Un soir, alors que je rentrais du centre-ville, un petit mot m'attendait, glissé dans la boîte aux lettres. Brasero ce soir. 20h, prends un manteau. Quand je suis sorti, elle était déjà là, assise sur le muret de pierre qui borde le coin-feu. Une couverture sur les épaules. Le visage illuminé par les flammes. L'air sentait la résine et la peau d'orange. Ça m'avait manqué, a-t-elle dit, sans se retourner. Être assise avec quelqu'un, sans devoir parler. Je me suis assis près d'elle. Le feu crépitait doucement. Les ombres dansaient sur ses joues. T'es quelqu'un avec qui c'est facile de se taire, ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi. J'ai peur de ce qui va suivre. Moi aussi. Mais j'ai quand même envie d'être là. Alors sois là. Le silence qui a suivi n'était plus une attente. C'était un ancrage. Sous la couverture, elle a glissé sa main dans la mienne.
Pas avec empressement. Pas avec trouble. Avec évidence. Et je l'ai tenu comme on tient quelque chose qu'on ne veut pas abîmer. Parce que c'était exactement ça. La première gelée est tombée dans la nuit. Au petit matin, les vitres de la dépendance étaient embuées, et le silence dehors n'était plus tout à fait le même. Il avait pris une densité, comme si quelque chose dans l'air retenait son souffle. Ce jour-là, je ne reçus aucun message d'Hélène. Je ne l'aperçus ni dans le jardin, ni derrière ses fenêtres. Vers 16 heures, inquiet sans raison, je montai les marches de la terrasse et frappai doucement à la porte vitrée. Elle n'était pas fermée à clé. Je l'ai trouvée dans le salon, assise par terre, en tailleur, entourée d'albums photos ouverts. Elle leva les yeux à mon entrée. Son regard était doux. Fatigué. Je regardais des choses anciennes, dit-elle. C'est idiot. Je ne les ouvre jamais, d'habitude. Je me suis accroupi près d'elle. Un album reposait sur ses genoux, des photos d'elle et de Philippe, visiblement jeunes mariés. Des plages, des ruelles européennes. Leurs visages encore neufs l'un pour l'autre. Plein d'élan. J'avais oublié à quoi je ressemblais, murmura-t-elle. Tu n'as pas changé. Elle rit doucement, sans joie. Tu es gentil. Mais si, bien sûr que si. Je ne dis rien. Je regardais ses doigts effleurer une version plus jeune d'elle-même, imprimée sur papier glacé. Au bout d'un moment, elle referma l'album, le laissa sur la pile. J'ai dit à Philippe de ne pas se presser pour rentrer, murmura-t-elle. Il m'a proposé. Mais je lui ai dit que j'allais bien. Elle ne me regardait pas. Mais ces mots m'étaient adressés. Je crois que j'ai laissé ma vie se réduire, a-t-elle continué. Par petites étapes. Des choix minuscules. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui m'appartienne vraiment. Je me suis laissé glisser en tailleur sur le tapis, mes jambes effleurant les siennes. Il te reste du temps. Tu peux recommencer, ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi, cette fois complètement. Et son regard, c'était celui d'un point de non-retour. Je crois que ce qu'on a construit, toi et moi, c'est la première chose depuis longtemps qui m'a semblé à moi. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai dit la seule chose vraie. Ce n'est pas que à toi. Et c'est là qu'elle m'a embrassé. Ce n'était pas une hésitation. Ce n'était pas une erreur. C'était un geste plein. Lent. Certain. Ses lèvres contre les miennes ne cherchaient pas un échappatoire. Elle disait, voilà. Voilà ce qu'on sait tous les deux. Ce qu'on n'osait plus dire. Elle posa une main sur ma joue, comme pour en fixer les contours dans sa mémoire. Mes doigts glissèrent doucement sur son poignet. Rien ne s'effaça autour de nous. Les albums restèrent là, le passé aussi. Mais pour un instant, il ne comptait plus. Quand nos visages se sont détachés, elle n'a pas lâché ma main. Son front contre le mien, on est resté suspendu. Je ne peux pas continuer comme ça, murmura-t-elle. Pas sans blesser des gens. J'ai hoché la tête. Impossible de parler. Un nœud me serrait la gorge. Mais je devais savoir. Que c'était vrai. Juste une fois. Ça l'est, ai-je dit, la voix cassée. Ça l'est encore. Elle a embrassé ma joue, puis s'est levée lentement. Elle est allée jusqu'à la fenêtre et a entrouvert le rideau. Dehors, le jardin s'était couvert d'un givre léger. Les arbres semblaient figés dans un silence fragile. Quand tu partiras d'ici, dit-elle sans se retourner, ne regarde pas en arrière. Je vais aller bien. Mais je veux que toi aussi tu trouves quelque chose qui t'appartient. Je me suis levé à mon tour. Il n'y avait plus rien à dire qui ne transformerait ce moment en plaidoyer ou en adieu trop lourd. J'ai marché jusqu'à la porte. Ma main s'est posée sur le chambranle. Tu as été à moi, Hélène. Même brièvement. Elle n'a pas répondu. Mais sa main, à la fenêtre, s'est levée. Un geste à peine visible. Un au revoir sans pathos. Je suis parti. Cet hiver-là, je suis monté plus au nord. Une petite ville entre Sarlat et Brive, avec ses maisons en pierre blonde et ses volets fermés dès 17 heures. J'ai trouvé un appartement au-dessus d'une librairie tenue par un couple d'octogénaires. Les escaliers grinçaient, l'eau chaude mettait 3 bonnes minutes à venir, et pourtant je m'y suis senti chez moi plus vite que je ne l'aurais cru. Je donnais des ateliers d'écriture 2 soirs par semaine, à la MJC du coin. Le reste du temps, je lisais.
J'écrivais un peu. Rien d'important. Juste des notes, des amorces. Parfois, une phrase me revenait d'elle. Une expression. Le timbre de sa voix quand elle disait mon prénom sans me regarder. Elle ne m'a jamais recontacté. Et je n'ai jamais écrit. Il n'y avait pas de promesse à trahir. Parfois, les soirs de neige, je m'asseyais près de la fenêtre, tasse entre les mains, et je pensais à elle. Pas avec douleur. Ni regret. Avec cette gratitude sourde qu'on éprouve quand quelqu'un vous a vraiment vu et a choisi, même pour un temps très court, de rester. Hélène Lambert était un chapitre. Un de ceux qu'on ne lit qu'une fois, mais qu'on relit en soi sans fin. Je ne sais pas si elle pense encore à moi. Je ne cherche pas à le savoir. Elle m'a laissé avec quelque chose d'indestructible. Une mémoire sans nostalgie. Un éclat. Le souvenir d'un silence partagé. D'un frôlement contenu. D'un monde possible entre deux murs, au bord de l'interdit, mais habité d'humanité. J'ai gardé son pull gris dans une boîte. Il sent encore, par moments, cette trace fine d'agrumes et de feuilles séchées. Je ne cherche plus à aimer comme on construit un avenir. Je cherche à aimer comme on écoute une musique qu'on ne pourra jamais réentendre, pleinement, sans bruit. Et si je devais la croiser un jour, par hasard sur un quai, dans une librairie, ou sous un ciel quelconque, je n'aurais pas besoin de mots. Je sais qu'elle me regarderait. Peut-être sans sourire. Mais avec ce regard-là. Celui qui dit « je t'ai vu ». Celui qui dit « je me souviens aussi ». Et ce serait suffisant.